Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne NatureKite. On se retrouve aujourd'hui pour un spécial test de la nouvelle Wing AFS Stream. Avant de démarrer, si vous voulez bien, vous appuyez sur le petit bouton ici en haut à gauche pour vous abonner à la chaîne. Ça nous aide à produire du contenu au fur et à mesure. Aujourd'hui, on était très content de recevoir et de pouvoir aller tester, là juste après, il y a un petit peu de vent qui est en route, cette nouvelle Stream de chez AFS, qui est un modèle donc qui appartient à la gamme 2026, qui vient remplacer, je ne sais pas si vous vous souvenez, la Wilf d'avant. Chez AFS, depuis très longtemps, on a toujours adoré ce qu'ils faisaient sur les planches, toujours des planches carbone, souvent de la perf, que ce soit en subfoil downwind, que ce soit en wing, que ce soit en surfoil, toujours l'esprit perf, toujours l'esprit construction légère et active. On connaissait la fameuse gamme des foils, puisque c'était quand même les premiers à sortir des mâts en UHM, c'était les premiers quand même à sortir aussi des mâts, des front wing haut ratio avec cette forme nageoire de baleine là, qui était propre au designer qui avant a travaillé chez Takuma et maintenant qui est arrivé ici. Mais il nous manquait quoi? Il nous manquait une aile qui vienne compléter le savoir-faire AFS parce que finalement, la Wilf était une aile qui était assez orientée pack, mais il manquait une aile qui soit à la hauteur du reste de ce que fabriquait AFS aujourd'hui. C'est pourquoi arrive cette Stream. Cette Stream aujourd'hui, elle arrive et je vous la présente avant d'aller à l'eau dans ses grandes largeurs. Comment elle est annoncée déjà? C'est une aile qui est censée être polyvalente parce qu'à la différence des autres marques, il y a une aile qui a été mise en avant, qui n'a pas de petite sœur ou de grande sœur dans la gamme et qui est censée pouvoir tout faire. Alors nous, on est toujours assez content quand on peut se dire qu'on a quelque chose qui va permettre d'avoir qu'une gamme d'ailes et qui va faire 90% de tout ce qu'on peut lui demander. Mais souvent, forcément, comme il n'y a pas du spécifique, on ne peut pas aller très loin dans la spécificité. Si on est un pur descendeur ou si on fait de la vague rail to rail ou si on est un racer ou si on est un freestyler, souvent, on aime bien aller chercher le produit spécifique de la gamme. Donc on n'en a qu'une qui fait tout, soi-disant qui fait tout. Peut-être qu'elle fait tout, mais à 70%. Et nous, ce qu'on veut tester, c'est est-ce qu'elle fait tout à 70% ou elle fait tout à 90%. Ce qui n'est pas la même chose, parce qu'en général, les 10 derniers, chacun d'entre nous n'est pas capable d'aller les chercher. Par contre, 70, souvent, rapidement, on dit « Ah ouais, mais quand même, il y a une différence. » Il n'y a pas une frustration, mais il y a un renoncement. Ça, on va aller le tester sur l'eau. En présentation, ils nous disent donc c'est l'aile polyvalente haut de gamme de la marque. Super. Elle est livrée, elle démarre en 3 mètres carrés, tous les demi-mètres jusqu'à 6. 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. En termes de prix, on est placé comme sur les autres marques majeures du marché, c'est-à-dire qu'une aile globale avec, avec le boom, puisqu'il n'y a pas de poignée, boom, unique solution, ça vaut le prix des grandes marques majeures. Le boom, lui, vaut 119 € et pour vous donner une petite idée, on commence à 1069 € sur une 3 mètres et on va finir à 1269 sur une 6 mètres. Donc on prend la plus grosse, 1269 et 119. Donc ça nous fait arriver à 1290 € à peu près. Bon, on est au prix de marché à peu près. Qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Alors l'aile, ici, elle est fabriquée en UPE. Je vais revenir sur ce que c'est que l'UPE. Parce qu'on est en train de changer de dimension. En 2026, clairement, sur les matériaux utilisés ou utilisables par les grandes marques qui veulent toujours améliorer un petit peu les perfs, la durabilité, etc. On a vu qu'il y avait du Dacron, qu'il y a eu derrière des matériaux intermédiaires comme du Pentatex, on a eu de l'Alula pour... Tout ça, c'est en train de bien changer parce que par mes potes qui sont à Hawaï, je reçois des vidéos, des machins, de grandes marques qui essayent plein de nouveaux matériaux. Je vous dirais bien, sans dévoiler grand-chose, que cette UPE-là, on dit cette UPE parce qu'il y a plein de façons de combiner des UPE, mais je dirais bien quand même qu'on est sur un produit, sur un tissu d'avenir. Bon, quand on a dit ça, on se rend compte que, je vais vous en reparler après dans le détail parce que les différents types d'UPE, il faut un peu comprendre ce que ça veut dire, ce qu'il y a dedans, ce que ça fait. Mais pour l'instant, on voit qu'il y a de l'UPE ici, en fait, sur globalement 1,50 m sur le bord d'attaque, là, sur cette 4 mètres carrés là. Toute la latte centrale, elle est en UPE. Et on a la partie qui démarre là, qui revient
avant la pointe de l'oreille qui est là du pur Dacron. J'ai pas le grammage de ça. J'ai demandé aux ingénieurs un petit peu les détails parce que j'étais étonné de voir quand même la rigidité par rapport au poids. Donc, mais ils sont pas encore revenus là-dessus. Et on finit de nouveau par de l'UPE sur les oreilles. Okay, là, la latte, elle est parfaitement intégrée. Hein. On a un one pump, donc on n'a pas deux valves différentes. J'ai checké un petit peu l'histoire. Très important, quand vous la gonflez toujours à la pression recommandée, il faut quand même aller voir. Ici, on sait que c'est dur. Ici, on sait que c'est dur. Mais là, souvent, pourquoi certaines marques mettent deux valves? Parce que c'est hyper important pour la rigidité globale, donc la performance de l'aile, que cette partie de latte centrale soit très dure, mais jusqu'au bout. Notamment à cet endroit-là, où on a la prise de l'arrière de la poignée arrière ou de l'arrière du wish, qui vient te mettre un gros coup de pression. Et si on n'est pas dur là, finalement, on va se retrouver à faire poulper l'aile, mais pas du tout dans le bon sens. Et donc, ici, on arrive à être très rigide. Et ça, clairement, pourquoi il n'y a pas eu besoin de mettre de valve? Parce qu'avec l'UPE, en fait, c'est un matériau qui, à 9 PSI, est vraiment très indéformable parce que pas élastique. Donc, une seule valve de gonflage et un one pump intégré. Un petit détail quand on regarde la latte mono, mais ça, toutes les marques devraient s'en inspirer. Quand on pose son aile, souvent, on la pose à plat avec le wish vers le bas. Mais du coup, on a l'écoute, donc le bout de latte centrale qui frotte. Super, ils nous ont foutu un Mylar de très bonne qualité là. Mais c'est pas du Mylar, c'est du Kevlar, pardon. C'est un Kevlar de très bonne qualité, et ça, c'est une bonne nouvelle. Après ça, on se retrouve sur le bord d'attaque avec une poignée de free fly ici. Pas mal, une petite, c'est vachement important, ça. Beaucoup de marques aussi devraient penser à ça. Quand on est amené à mettre les mains et à tourner en free fly dans tous les sens les mains, pour pas avoir cette partie-là qui frotte, ça c'est hyper doux, c'est épais et doux, donc ça c'est quand même pas une connerie. C'est pas seulement du confort, c'est un anti-abrasion pour pas avoir le bout des mains là qui brûle à la fin de la session. Donc ça c'est bien. Ils nous ont mis un leash. Alors là, deux choses, c'est des petits trucs, hein, mais c'est une appréciation personnelle, mais je pense que beaucoup pensent comme moi. Les leash téléphones énormes, lourds, qui battent, qui, quand vous pompez, qui vous tapent dans les dents, au point souvent qu'on les prend comme ça, là, avant de pomper, on les prend comme ça parce qu'on sait quand ça revient dans les dents ou quand ça fouette le visage, c'est horrible. Donc ça, c'est important. Donc ça, il est très fin, mais très résistant aussi. Il y a une ligne en Dynéma dedans, hein, on peut se pendre au bout, il ne va pas casser. Et au bout, bien sûr, parce que ça devrait toujours être comme ça, bien sûr, un leash poignet, mais en format bracelet. C'est-à-dire pas le truc où on peut serrer, on sait que ça ne va pas se réouvrir tout seul. Pas le truc, on fait comme ça, qui est en permanence ouvert et on le serre comme on peut. Vraiment, le fait qu'il y ait une structure leash bracelet avec le retour ici, ça c'est sécuritaire, on ne va pas se retrouver avec l'aile qui se barre toute seule sur une chute ou sur une claque devant. Voilà, ça c'est important. La valve, ici, c'est une valve qui est typiquement une valve de paddle. C'est la valve la plus utilisée dans le monde. C'est la valve aussi qu'utilisent maintenant de plus en plus de grandes marques. Moi, je vous donne mon sentiment. Hein. Pour moi, c'est la meilleure valve du monde. Parce qu'en plus, si jamais elle est défectueuse, on met un coup de manivelle, on la remplace. Il n'y a pas besoin de coller, décoller. Elle n'est pas chère à fabriquer et ça, c'est fiable, quoi. Si toutes les marques aujourd'hui pouvaient se mettre d'accord sur une valve qui serait peut-être celle-là et qu'on n'ait qu'un seul embout de gonflage pour l'ensemble de toutes les marques, moi je suis pour. Hein. Et je sais que cette valve-là, pour l'utiliser dans plein de sports différents, je peux vous dire que ça marche. Et là, le SAV là-dessus, c'est quasi zéro. Donc voilà. En tout cas, c'est la valve de gonflage paddle. Vous la retrouvez sur FS, sur F1, sur plein de marques, mais ça marche bien. On a 4 lattes dessus pour rigidifier. Un truc que vous ne pouvez pas voir là, je sais pourquoi ce bord de fuite il est tendu. Il y a des marques sur le bord de fuite ici qui, au lieu de faire passer un petit fil, là il y a un tout petit fil. D'accord? Donc ce tout petit fil là, c'est un Dynéma qui est très fin. C'est comme un peu une ligne de kite en plus fin. Hyper résistant, mais ça permet, à la place d'avoir un tissu en général qui est un tout petit peu plus lourd en grammage d'habitude, sur des marques qui ont fait d'autres choix, ça permet d'être hyper rigide et dans le temps que ça ne se détende pas. Parce que cette ligne Dynéma, elle est non élastique. Alors que le petit tissu fin qu'on met sur le bord de fuite d'habitude, ouais, dans le temps, il peut un peu se déformer. Il y a un inconvénient à ça, c'est que si on coupe, ici on fait une grosse, je sais pas, on met un coup de folle dedans, on le coupe, ça arrive rarement, mais si on le coupe, ça veut dire qu'en fait le réparateur, il doit repasser un fil de là à là. C'est pas le bout du monde, hein, puisqu'en fait,
il y a déjà la double couture qui est faite. Il n'y a plus qu'à repasser le petit fil dans la gaine. Mais, voilà. Mais par contre, dans le temps, c'est non élastique et indéformable, donc ça garantit d'avoir un bord de fuite tendu ad vitam aeternam. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? La partie de la canopie. Ici, donc, on a du ripstop D2 sur ce bord d'attaque, donc du 2 fils avec un grammage lourd. Ici, que sur cette partie-là. Vous voyez, avant les fenêtres en PVC. Donc ça, ça permet d'avoir le moins de déformation à l'endroit du creux où ça charge le plus. Bon, donc c'est évident que ça va nous permettre, quand il y a du vent fort, quand il y a du vent léger, de toute façon, ça se déforme peu. Mais quand il y a du vent fort, ce qui se passe, c'est que souvent, on l'avait vu sur certaines marques qui avaient mis des matériaux un petit peu souples, le fait d'être tout allé avec son aile va pousser très fort ici, plus que bien sûr ici. Le centre de poussée, il est là. Sauf qu'en fait, sur un tissu élastique, ça maximise le creux. Alors que c'est complètement con, puisque dans le vent fort, ce qu'on voudrait, c'est avoir la voile la plus plate possible. Et en fait, du coup, on se retrouve avec une fonction du tissu qui est contraire à ce qu'on veut. Le fait ici d'avoir un tissu qui est d'un grammage un petit peu plus épais et avec du 2 fils, on sait que là-dessus, il n'y aura pas de déformation de profil. On ne sera pas à la rue et surtout, on n'aura pas... On est seul à la rue quand le creux se déforme, mais surtout, on a beaucoup plus de pression dans la main avant que dans la main arrière. Et ça n'existe pas grâce à ça. On va le tester sur l'eau, mais là, maintenant, pour le coup, avec l'expérience qu'on a de tous les tests, ça, c'est quand même une bonne idée. Derrière, on a un 3 fils. Donc ça, c'est du ripstop en D3. C'est donc très standard. Le grammage, il est aussi standard. Je ne l'ai pas. Je ne vais pas vous dire de conneries. J'ai mon idée, mais je n'ai pas eu le retour de l'ingénieur. Donc, je ne vous donne pas le grammage. À 10 grammes près, vous allez me dire, ouais, mais non, mais ce n'est pas le bon. Derrière ça, fenêtre PVC. Bon, moi, les fenêtres PVC, encore une fois, c'est perso, mais je pense que ça a deux inconvénients et presque pas d'intérêt. Le presque pas d'intérêt, c'est qu'en fait, réellement, on voit peu, et une fois que vous avez utilisé l'aile 20 fois, ça devient un peu opaque, donc vraiment, on ne voit pas bien. Par contre, les deux inconvénients majeurs, ça c'est sûr, c'est 1. Pourquoi mettre énormément de rigidité ici pour pas que ça se déforme, et derrière on met un truc tout mou. C'est sûr que ça, c'est beaucoup. Si je mettais le doigt et que j'enfonçais, je le déforme. Là, vous pouvez y aller, je peux mettre le genou dedans, je ne le déformerai pas. Donc, ça, du léger, quelque chose de très mou derrière, quand on met un truc dur et derrière un truc mou, clairement derrière ça plisse. Il va y avoir à un moment quelque chose qui ne va pas. C'est vrai dans le carbone, on ne met pas du carbone et une structure beaucoup plus molle à côté, c'est sûr que le dur va plier dans le mou. Bon, donc ça, moi je ne suis pas fan, beaucoup de marques le font, c'est pour moi appelé à disparaître. Pourquoi? Parce que de toute façon, la fonction qu'on en attend n'est pas assurée. Il n'y a rien de pire que de croire, comme en bagnole, qu'on n'a pas d'angle mort, donc on regarde dans la fenêtre, il n'y a personne, et le mec, il arrive là, il n'est pas là, il est là. Donc là, on enquille le jibe, et bam, on tape dedans, mais pourquoi? Mais parce qu'on a regardé, mais non. Quoi qu'il arrive, je vous le dis, quand vous changez de direction, levez l'aile, on regarde, on la remet, et là, on change de direction. Parce qu'une fois sur deux, le mec, il est là. Il est là, il est caché derrière, vous ne voyez pas. Bon, donc moi, les fenêtres, je ne suis pas fan. Est-ce que ça va changer quelque chose à la rigidité de l'aile? On va le voir sur l'eau. Ok, et pour finir, qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce que j'avais oublié? Tac, tac, tac. Non, je voulais vous parler du boom. Voilà, du boom. Le boom, en fait, il n'y a pas le choix sur cette aile. Il n'y a pas de moyen de mettre des poignées. Bon, donc du coup, les mecs, ils ont quand même soigné un peu le truc. Parce que il y a eu de l'innovation, comme tu dis, c'est un boom obligatoire, il ne faut pas que le boom y déplaise, il ne faut pas qu'il ait d'inconvénients. Alors, le système d'attache là, c'est quand l'aile est dégonflée, on a ici 2 clips à rentrer de chaque côté, donc ça se fait juste en 5 secondes par côté, donc c'est pas un sujet. Par contre, ce qui est vachement important, c'est qu'il faut voir ce qu'on gagne et ce qu'on perd par rapport à une poignée. Donc, ce qu'on gagne ici par rapport déjà à la concurrence, ultra rigide. Là, vraiment, je me suis pendu au truc là pour essayer de le faire bouger. Ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas parce que ici, la partie là qui est rigide, elle reprend sur une vingtaine de centimètres le long de la latte centrale. Donc, ça ne bouge pas. Cette partie-là, en inox, elle est ultra rigide. Et derrière, cette partie-là, elle est en carbone. Bref, vraiment, il n'y a rien qui bouge. Deuxième truc important, donc, c'est le poids. Parce qu'il y a un moment, on pourrait toujours s'interroger, est-ce que 2 petites poignées rigides
là, avec ça de carbone en moins, c'est pas plus léger qu'une grande barre de carbone jusqu'au bout. Sachant que ce qu'on a en plus en poids là, parce qu'on n'a pas de poignée, on a moins ici de points d'attache puisqu'on n'a que 2 au lieu de 4. Donc, est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on perd? Bon, clairement, si on met du carbone et qu'on supprime ici 2 points pour avoir l'option poignée, on gagne un petit peu, c'est sûr. Par contre, moi, je ne suis pas sensible qu'à ça, parce qu'on ne va pas se pignoler à l'histoire de, 30 grammes. C'est absolument impossible à savoir. En revanche, il y a un truc qui est très important, c'est quand on est en free fly, c'est où ça reprend sur la latte centrale à l'arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme différence entre avoir une boom qui fait cette taille-là et qui reprend ici à 40 cm du point d'écoute, ou avoir une boom qui repart carrément là. Parce que le petit supplément de poids qu'on a ici, là, si on avait le wish qui va au bout, ça, c'est ce qui fait que dès qu'on va passer dans l'axe du vent pour changer de main, revenir, à chaque fois qu'on repasse dans l'axe du vent, l'aile, elle veut plonger. On a l'écoute qui veut plonger. C'est le pire de pire, parce que tant qu'on est toilé, ça roule. Mais si on est un tout petit peu sous toile, ce qu'on va voir tout à l'heure, parce que là, tout à l'heure, je pense qu'il y a 14-15 nœuds annoncés, donc en 4 mètres, on va mettre la planche qui va bien pour partir, mais ça veut dire que l'aile, elle ne se tient pas en l'air toute seule. Il y a 15 nœuds, et moi, je vais aller à 10 nœuds dans le sens du vent. 5 nœuds de vent résiduel dans l'aile, clairement, elle a du mal à voler. Donc si on l'alourdit un poil sur la partie du bout de la latte centrale, c'est sûr, elle plonge. Et quand elle plonge, qu'est-ce qui se passe? Soit je suis obligé de faire comme ça, soit en fait, il y a un moment, ma planche va aller, le nez de la planche va aller taper dans le bout de l'aile, ce qui est hyper désagréable du coup. Donc là, moi je sais qu'en ayant une boom, la partie arrière qui est assez avancée, on est bien. Et là, on voit sur la 4 mètres, mais comme on sait que la boom, le wish, c'est le même pour toutes les tailles, ça va vouloir dire que ici, on a vraiment de la marge. Sur une 3 mètres, il va être là. Donc on a encore beaucoup de marge derrière pour pas que ça plonge. Mais sachant qu'on n'est pas emmerdé, parce que si on sort une 3 mètres, c'est que quand même, il y a 25 nœuds. Donc l'aile, elle ne va pas plonger. L'avantage, en revanche, c'est dans les grosses tailles. Parce que si on imagine que dans une grosse taille, du coup, la latte centrale, elle va aller jusqu'à là, et donc que l'arrière du boom va être là, on va avoir ça entre l'arrière de la latte centrale et l'endroit où prend à l'arrière ce wish. Et bien là, par contre, on va avoir le poids qui est plutôt sur l'avant et pas du tout sur l'arrière. Et si on veut essayer quand même de surfer avec une 5 ou une 5,5, ça ne va pas plonger. Ça, c'est sûr, et c'est donc pas con, c'est pas seulement super d'avoir fait une monoboom, c'est de dire qui s'adapte, on a une pour toutes les ailes possiblement, ou sur chaque aile en fonction du budget qu'on a, et c'est un peu plus pratique, mais ça s'adapte. Mais c'est surtout que peut-être ça peut être vraiment bien. Mais il y a une contrainte, et c'est ça qu'on va devoir tester, c'est du coup, si l'arrière, ici, il est pris plutôt à cet endroit-là sur une 6 mètres, est-ce que ça ne casse pas en deux? Est-ce que ça, c'est assez rigide, cette latte centrale, pour que mon point de tir à l'arrière ne casse pas en deux ma latte centrale, et que derrière, ça vive un peu n'importe comment? C'est ça qui est important, parce que bien sûr qu'on pourrait rigidifier au max en allant jusqu'au bout, mais ça ferait un boom hyper lourd. C'est exactement ce qu'on ne veut pas. Donc c'est un compromis, ça, de la part des ingénieurs, c'est de dire jusqu'où on va, et en le validant sur toutes les tailles, pour que plus on ait des grosses ailes et moins il y a de vent et moins ça plonge, mais est-ce que pour autant on a la bonne dynamique derrière pour avoir vraiment une aile rigide? Voilà. Sur cette partie présentation, on en a fini, on ne va pas tarder à aller à l'eau. Je reviens juste une demi-seconde sur des trucs qui sont quand même importants. C'est que je vous parle de l'UPE, parce que vous me dites, mais UPE, c'est assez, comment dire, c'est pas frustrant, mais on a l'impression qu'on nous raconte tout le temps un peu la messe avec tous les ans des matériaux différents, qui ont des noms différents, qui viennent de nulle part. C'est compliqué. Alors, je vous dis, je ne peux pas vous dire clairement, mais je vous dis en fait ce qui se passe là, mais surtout ce qui va se passer pour l'année prochaine, parce que je vois ce qui est en train d'arriver. Pourquoi en fait les UPE sont en train de se mettre en route? Clairement parce que le full Alula, il a vraiment des inconvénients qu'on a tous vus. C'est très raide pour le pumping, donc c'est bien pour la race, mais pour le pumping, au départ, c'est un peu raide. C'est très cher, parce qu'en fait, pourquoi c'est très cher? Parce que l'Alula,
C'est un produit dont le brevet est détenu par le propriétaire de l'ancienne marque Ocean Rodeo, qui ne fabrique plus ni d'ailes de kite ni de wing, mais qui est propriétaire de ce Tissue Alula et qui le revend avec une patente à la peau des fesses, avec un brevet à la peau des fesses, à toutes les marques qui l'utilisent. Donc c'est pas qu'il est cher seulement à la construction, c'est qu'il est cher parce qu'il est breveté. Le deuxième truc qui nous ennuie, l'Alula, c'est la durabilité. Ça, c'est le pire de pire parce que l'Alula, il a un truc, c'est que, il est un peu cassant, il est très sensible à la façon dont vous le pliez. Mais si vous le pliez un peu serré, il marque. Et ces marques-là finissent par faire un peu des plis qui sont marqués, qui fait qu'il se détériore. Il se détériore aussi à l'abrasion. Si on le met sur le sable, sur des coquillages, ça n'aime pas. Et puis, l'Alula, est-ce que c'est finalement ce qu'on a de plus rigide et le léger? Parce qu'on pourrait dire ça, on s'en fout pour les coureurs, on veut le max de perf de rigidité en race et tout. Ouais, mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est le plus rigide et le plus léger? Non. Non. Et c'est pour ça qu'il y a des mecs qui ont travaillé là-dessus, en disant, non mais on est capable aujourd'hui de faire mieux, un chouille moins cher, bon, voilà. Donc, l'UPE, en fait, sur le plan chimique, en fait, PLE, ça veut dire polyuréthane, polyéthylène, et PU, ça veut dire polyuréthane. L'UPE, c'est le combiné des deux, en fait. Et il faut comprendre que ce n'est pas un produit qui est nouveau, parce qu'on le trouvait sous forme de billes, sous forme de... Pour construire plein de trucs hypersensibles où on a besoin de rigidité mais de légèreté. Mais par contre, c'est nouveau que ça soit transformé en tissu. Bon. Est-ce que derrière, c'est la première année que ça existe? Alors, c'est là que c'est compliqué. On a eu, en fait, depuis un an et demi, je dirais, on a vu arriver d'abord du polyéthylène. Puis après, un polyéthylène qui a été un petit peu tramé, qui s'appelait l'aramide. Et puis aujourd'hui, on voit arriver cet UPE qui est, à la différence des autres, à ultra haut poids moléculaire. Et il a pour particularité de posséder des chaînes extrêmement longues. Et ces chaînes extrêmement longues nous permettent d'avoir des rigidités qu'on n'avait pas avant dans des grammages si fins. En fait, ce qui en résulte, c'est qu'il y a un transfert de charge qui est beaucoup plus efficace vers le squelette du polymère grâce au renforcement de toutes les interactions intermoléculaires qui existent. Le renforcement, c'est parce que l'étirement du produit ne se fait pas parce que la molécule est faite de telle façon qu'elle est inarrachable. Les molécules en elles-mêmes sont hyper solidaires, très dures à arracher. Et pourquoi c'est utilisé là-dedans? Parce qu'on a vu dans l'aéronautique, dans l'industrie automobile, dans tout ce qui est aussi prototypie pour l'aérospatial et tout, mais que ça a été utilisé pour cette raison-là. Parce que là, on est soumis à des contraintes mécaniques qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait nous, des trucs dingues. Et donc, depuis qu'on a réussi à prendre ces matériaux-là et les transformer en tissu, on se rend compte qu'on a énormément à gagner. Et c'est pas si cher que ça. L'Alula est tellement cher que finalement, au début, personne n'y est trop allé en disant ça va être la peau des fesses, mais quand on a regardé le prix de l'Alula au mètre carré, on a dit non mais en fait ça passe. Voilà. Après, donc, ça se transcrit comment dans notre sport? Le matériau, il est hyper résistant, il est résistant au choc. Si vous arrivez les deux genoux dans l'aile là, et vous mettez en contrainte cette latte là, elle se déformera pas. Elle va pas plier, elle va pas marquer. Il y a une réaction aussi quasi nulle à la dilatation thermique. Alors ça, c'est important parce que la dilatation thermique, c'est ce qu'on fait toute la journée. Quand il fait chaud au mois de juin, votre aile, vous la laissez déjà. Le temps que vous alliez à l'eau, elle est au soleil, plein gaz, ça chauffe, grave. Derrière, vous la mettez en l'air, vous n'êtes pas encore tombé, ça chauffe encore. Et là, bam, chute. Et on la met dans l'eau tout de suite, alors qu'elle était à 45 degrés sur le bord d'attaque, bim, dans l'eau à 18. Et ça, les matériaux, ils n'aiment pas. En fait, c'est chimique, ça ne se perçoit pas à l'œil, mais ça fait des tensions et des contractions et des décontractions dans le tissu. Et le tissu, il n'aime pas ça, puisqu'en fait, il y a des endroits, du coup, où il va commencer à avoir pris de l'élasticité juste par le choc thermique. Bon. C'est clairement aujourd'hui le matériau le plus léger et le plus rigide. Pourquoi? Léger parce qu'on sait, il a été comparé, maintenant les ingénieurs nous ont envoyé un petit peu le truc, on a demandé, on a cherché, ce que je vous dis là, c'est un petit boulot journalistique parce que c'est dur d'avoir les vraies infos, parce qu'il faut croiser les données, mais aujourd'hui on sait. Globalement,
on va gagner sur une aile qui fait 2 kg, on va gagner 500 grammes entre du full Dacron et du full UPE. Okay, si on la faisait, quand on l'a construit en full Alula par rapport à du full Dacron, on va gagner 250-300 grammes. Donc en fait, on gagne plus, on va gagner 15% de plus avec de l'UPE. Voilà, donc c'est quand même important. Et après, il y a une dernière chose qui est importante, c'est à quel point, parce que ça fait le poids de l'aile, mais on parle toujours de poids sec, mais c'est une connerie parce que il y a des matériaux, alors on parle de la canopie, mais on parle aussi du bord d'attaque, il y a des matériaux qui chargent en flotte quand on les fout dans l'eau. C'est-à-dire que on ne devrait jamais peser l'aile seulement comme ça, on devrait dire, bon, alors elle fait 2,3 kg celle-là, avec son boom, bon ok, super. Mais quand on la fout dans l'eau, au bout de 10 secondes, quand on l'a mise comme ça en l'air, quel poids elle fait? Et ça, c'est très important parce qu'elle va rester chargée en flotte et donc l'eau pendant peut-être, le temps qu'elle sèche, peut-être 5 minutes. Mais au bout de 5 minutes, quand ça y est, elle a repris son poids d'origine, bah, pas de chance, vous retombez. Donc elle recharge. Donc à quel point, en fait, on a un taux d'absorption. Le taux d'absorption de cette matière, de l'UPE, c'est 0. C'est 0. Le taux d'absorption de l'Alula, c'est quasi 0 aussi. Par contre, le taux d'absorption du Pentatex ou du Dacron, beaucoup plus élevé. Vraiment beaucoup plus élevé. Mais du coup, vous voyez bien qu'une combi mouillée, une combi sèche, ça ne fait pas le même poids. C'est un truc à prendre en considération. Ça fait partie des raisons pour lesquelles l'UPE, pas seulement pour des questions de résistance dans le temps, etc., mais c'est la raison aussi pour laquelle ça va être beaucoup utilisé, je pense, c'est un avis perso, là, dans les prochaines années, et certainement au printemps prochain. Je finis par vous dire, parce que j'ai eu des discussions avec des ingénieurs, des mecs qui nous sont sympas, ils nous appellent de Chine, d'autres nous appellent du Cambodge et d'autres d'Hawaï pour nous parler de ça, parce que c'est des mecs passionnés, ils cherchent à nous permettre de comprendre ce qui se passe, parce que c'est quand même pour eux 6 mois de boulot à chaque fois, donc quand il y a 2 mecs qui s'intéressent un peu à ce qui s'est passé, aux fruits de leur travail, finalement ça leur plaît d'en discuter. Certains disent que notre canopie ici, là, c'est juste une question de budget pour l'instant, mais c'est pas impossible qu'on voit arriver dans les, je sais pas, je vous dirais peut-être l'été prochain, des ailes, alors certainement pas pour le grand public dans un premier temps, mais pour la course, dans lesquelles la canopie ici, ce sera plus des ripstops habituels, mais ça pourrait être un UPE particulier, très léger, parce que, je vous l'ai dit, il ne charge pas en flotte, il est indéformable, et en termes de déformation dans le temps, de durabilité, c'est 100 fois mieux. Pour l'instant, c'est trop cher, donc ils vont les faire, je pense, pour les coureurs, parce qu'ils ont commencé à l'imaginer, ça fonctionne, donc ils vont en sortir, je pense, pour les coureurs. Et peut-être un jour, ça redescendra en produits haut de gamme dans les grandes marques. Ce ne sera vraiment pas destiné à tout le monde, parce que ça va être vraiment pour faire de la race, à mon avis, quand on met ce tissu-là là-dedans, mais ça va venir. Après, une dernière chose avec cette UPE, c'est que pour bien comprendre, chaque marque sera amenée à utiliser des noms différents. Parce que l'UPE tout seul, ça peut être qu'un grammage. Mais ce qu'il y a, c'est que l'UPE tout seul, là, vous voyez, j'ai un UPE qui est monopeau. Il y a une seule peau, ce n'est pas des peaux empilées. Je le sais parce que la couture, ici, je la regarde, c'est un zigzag. Et quand on additionne plusieurs couches et que on les superpose et qu'on va avoir besoin de les coudre, je sais qu'à partir de 2, voire, et tout ce qu'il y a après, 3, 4, 5 couches, on va passer avec un point droit et on va le doubler. 2 lignes de point droit et non plus un point de zigzag. Et ça, c'est souvent la preuve évidente qu'on a plusieurs couches qui sont additionnées. C'est pourquoi on va faire ça. Si on met 4 couches additionnées, forcément c'est trop lourd. Il y a un moment on perd l'avantage du tissu. Non. Alors là, c'est très simple à vous faire comprendre, c'est que si on prend un grammage sur base 100, on prend un seul grammage en base 100, c'est moins efficace, moins cher aussi, mais moins efficace quand on a additionné 4 de 25 grammes au mètre carré, au lieu d'en prendre une seule couche en base 100. C'est le principe des plaques de verre. Vous mettez une plaque de verre qui est épaisse comme ça. Elle fait 9 d'épaisseur. OK. Ça va prendre une certaine résistance. Si vous additionnez, vous mettez 3 plaques de verre qui sont, elles, collées les unes sur les autres, votre résistance globale à épaisseur équivalente va être bien meilleure.
c'est la même chose, c'est de la chimie là derrière, hein. C'est la même chose dans ces matériaux-là. Donc, c'est évident que l'UPE va avoir plein de noms différents dans les différentes marques qui vont l'utiliser parce que ils vont utiliser des grammages différents, mais les superposer en un nombre de couches différents. Et c'est ça qui va nous permettre d'arriver à un shape possible et une résistance possible qui correspondent au cahier des charges qu'ils auront défini. Voilà. Je vous embête plus avec cette partie toujours trop technique, trop détaillée, donc forcément toujours un peu longue, mais si vous voulez comprendre les enjeux de l'année prochaine, je suis obligé de vous en parler maintenant parce que le PU, le PE ou l'UPE comme ça, tel quel, d'abord, je ne sais pas ce que c'est, mais deux, ça ne veut rien dire. Là, vous avez un peu les teneurs aboutissants du tissu, on y comprend un petit peu plus de quoi il en retourne. Désormais, qu'est-ce qu'on fait? On fonce à l'eau, je pense qu'il y a 14, 15 nœuds, un truc comme ça. On va aller se mettre à l'eau avec cette planche, la Blackbird en 75 litres. On a un 800 Enduro, gentiment prêté par Richard Boudia pour aller avec. Et puis on va aller voir un petit peu ce que ça a dans le ventre. Débrief en sortant de l'eau d'ici de bonnes heures. Allez, à tout de suite. Bon Hubert, alors qu'est-ce que t'en penses cette nouvelle aile AFS? Bon, bah réaction à chaud, enfin à froid du coup. Ça commence à être fin octobre, ça refroidit un peu plus. Alors en fait c'est assez marrant, je dirais un seul truc, sans rentrer dans le détail, on en parlera dans le magasin. J'ai l'impression que l'aile, elle s'oublie complet, c'est-à-dire que, je vais pas t'expliquer pourquoi dans les détails, mais j'ai trouvé que en freefly, elle s'oubliait, qu'elle est très peu présente dans les bras alors qu'elle a beaucoup de patates pour déjauger à bas régime, ça j'ai aimé. Qu'est-ce que j'ai auprès quand il a fallu monter avant de descendre là, c'était super bien parce que comme elle est très équilibrée, j'ai pas besoin de muler, je pousse dans les jambes pour monter, mais dans les bras, tu vois, j'ai pas de harnais, c'est hyper, j'ai trouvé ça très simple, c'est doux, tu l'oublies, tu sais que moi qui suis habitué à faire pas mal de parawing en ce moment, tu vois, ça m'a pas du tout gêné d'avoir cette wing et de passer d'un bord à l'autre, de descendre et tout ça, ça m'a beaucoup plu. Le wish, tout est petit en fait, c'est ça qui est bien, bord d'attaque, section de latte centrale, même le wish il est assez petit dans les mains, ça j'ai vraiment trouvé ça bien. Les points d'ancrage du wish aussi font que même quand on tape dedans, si on veut sauter un peu, on ne tord pas du tout l'aile, ça reste bien rigide et pour monter et descendre on voit bien que le wish il est positionné vraiment comme il faut pour que sur les deux points d'attache on ait vraiment une aile qui est très 50-50 entre pression main avant et pression main arrière. Ça c'était bien. Le petit reproche là à chaud que je faisais, c'était la poignée de free flag, elle est très plate, un peu comme une sangle. Attends, je vais pousser un peu. Voilà, un peu comme une sangle. Je l'aurais préféré un peu plus ronde, d'un diamètre plus petit, parce que quand tu descends, tu sais, tu changes de main comme ça. Et moi j'ai un peu de mal ici à la prendre avec du confort. Ça va tout bien, mais tant qu'à faire, j'aurais préféré pour mes mains qui sont, je fais pas du XL en main, tu vois, je fais du M dans les gants. J'aurais préféré un petit truc un peu plus rond, un peu plus fin. Voilà. Mais c'est parce que bon bah ça on tricote, on descend, mais pour celui qui va un peu moins descendre, il s'en fout. On va se revoir dans le shop, je vais vous en parler en détail. Après on vous demande vraiment des éléments pour et contre construits. Mais à chaud,
Ce qui leur sort, c'est que c'est une aile qui s'oublie. Elle fait le boulot super bien, elle est rigide, légère et tu l'oublies, tu fais ton truc, tu penses pas et elle t'emmerde jamais. Ça, c'est vraiment très bien. Allez, on se voit dans le shop tout à l'heure. Allez, je te laisse repartir en direction du magasin. Allez, C'est parti, mon kiki. je vais vous répondre au téléphone du coup. Vas-y, On va fonce. pas publier d'ici, mais allez, à tout de suite. Hein. Alors la montée, c'est un peu compliqué, je vais essayer de pas te monter dessus déjà. Regarde. Merci à Richard, Boudia, qui nous a passé la Blackbird là en 70 litres, qui est un petit bijou, puissant du en dessous et qui nous permet à chaque fois de tester tout le bateau sur la bande première. Et C'est Richard. allez, à toutes. Là, regarde, un wing derrière. J'arrive, mon ami. Regarde, ça démarre tout seul. Sachant que là, il y a un mauvais 15 nœuds. Et qu'il a plus de 4 mètres quand même. Bon, nous voilà revenus après avoir passé donc 2 heures sur la flotte. On n'a pas eu beaucoup. Là, on a eu que 14-15 nœuds, avec, ça déferlait même pas, un clapot un peu choppy, mais comme ça. Donc là, avec le 800 enduro à la descente, j'ai difficile d'entretenir le vol parce que vraiment très petit. Mais bon, capable de en free fly quand même ce qu'il fallait pour en free fly descendre. Donc on a pu tester. Je vais faire simple. Je vais pas dire rapide. C'est pas la marque de fabrique de la maison malheureusement. Non, simplement, c'est que comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, comme je l'ai dit à Jérôme qui a pris les premières sensations directement dans la flotte, on a vraiment l'impression d'avoir un truc, un poids plume dans les mains qui nous gêne jamais. C'est le premier truc, c'est que on se pose pas la question. Ça semble ultra oubliable. Voilà. C'est raide, certes. C'est pas gros. Alors quand je dis pas gros, alors moi par exemple, je suis de plus en plus attaché au fait que les bords d'attaque et la centrale soient pas énormes. Il y a des 4 mètres qui ont quand même un bord d'attaque comme ça malgré tout. Et d'autres qui ont un bord d'attaque comme ça. Alors souvent c'est en rapport avec le tissu utilisé pour avoir la bonne raideur, mais je trouve ça gros tout le temps. Et là, j'ai pas trouvé ça gros. C'est-à-dire que cette 4 mètres, pour avoir utilisé souvent cette 4 mètres là, on a souvent eu on a immédiatement l'impression que dès qu'on l'a, même en la transportant jusqu'à l'eau et après on la sort de l'eau, etc., on n'a pas une grosse aile. J'ai l'impression d'avoir peut-être une 3,5. Il y a des 4 mètres, je les prends dans les mains, j'ai l'impression d'avoir peut-être une 5 dans une autre marque. Alors pour moi, c'est hyper important parce que je pense qu'on est tous de plus en plus un peu allergiques aux gros bestiaux. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir utiliser des petites ailes. Celui qui fait 95 kg, moi j'en fais 73, il ne va pas naviguer avec la même chose. Donc, lui, il va être peut-être encore plus content de pouvoir utiliser, quand on prend une 5 ou une 6, une aile qui lui semble pas lourde, pas grosse. J'ai pas dit qu'elle était pas lourde, j'ai dit qu'elle ne semblait pas lourde. Et finalement, c'est le plus important. Voilà, donc la partie, dès qu'on monte dessus, on la prend. Bon, déjà avec cette histoire de wish qui est un peu asymétrique avec la poignée là, on prend une main, on monte sur la planche, hyper facile, certes, mais une fois qu'on est dessus, dès qu'on est sur la planche et qu'on l'a en main, on a l'impression vraiment d'une aile qui est petite, qui est compacte. Ça, c'est quand même agréable. En termes d'envergure, hein, finalement, elle fait quand même à peu près la même chose que celle avec lesquelles je l'ai comparée. Hein. On prend une strike, on prend une unit, on est à peu près dans la même envergure à taille sur 4 mètres. Mais c'est le sentiment. C'est-à-dire que clairement, je trouve que le fait de ne pas avoir un très gros creux, de ne pas avoir un gros bord d'attaque, une grosse latte centrale, ça permet d'avoir quelque chose qui est sur la main avant, là, hyper facile. C'est-à-dire que quand on la secoue un peu, si on veut pomper, quand on l'emmène dans un virement, quand on la met un peu en l'air pour partir sur un jibe, quand on la met devant soi, on n'a pas un gros truc, là, un gros T devant soi qui prend de la place, qui est lourd à manier, qui prend l'air. Et l'impression est d'autant plus vraie une fois qu'on commence à accélérer, parce que dès qu'on a de la vitesse, ce qui va jouer, c'est finalement à quel point on tire de l'air. Et sur un bord de près, c'est au bord de près qu'on le sait, parce que si on a ne serait-ce que 15 nœuds au près, mais qu'on va vers le vent à soi-même à 18 nœuds, on a 33 nœuds de vent apparent. Donc là, tout d'un coup, c'est compliqué. Et on se retrouve
à avoir du coup une aile qui tire de l'air. Si elle tire de l'air, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient physique parce qu'elle bouge sur la main avant, mais aussi elle veut reculer parce que le vent il vous la pousse. Donc on avance, mais au fur et à mesure. Et là, ça devient physique parce que l'aile, elle est devant vous, elle tracte en latéral, donc on pousse dans les jambes, alors que si elle était restée bien devant, en fait, elle ne fait que monter, donc elle tire vers l'avant, moins physique. C'est exactement la même chose, le même progrès qu'on a fait sur les ailes de kite dans les années 2015, là, quand on a réussi à avoir des profils qui avançaient beaucoup plus loin dans la fenêtre, les ailes, elles avaient plus de plage haute, juste parce qu'elles étaient moins physiques, elles n'étaient pas bloquées en milieu de fenêtre. Bah là, si on considérait qu'on avait une fenêtre, là, elle reste toujours vers l'avant, parce qu'elle ne drague pas, elle ne tire pas d'air, c'est hyper important. C'est hyper important aussi dans les manœuvres. Dans les manœuvres, forcément, sur un virement, notamment backside, ici, là, où on fait passer l'aile de là à là, il va falloir qu'elle s'emmène. Ça, la stream, là, elle s'emmène très bien, parce que clairement, en fait, c'est pas qu'elle est légère, c'est qu'elle ne tire pas d'air. Je vous livre tout d'un coup. On pourrait dire, ouais, mais attends, elle n'a pas d'épaisseur dans le bord d'attaque, elle n'a pas de creux. Mais du coup, c'est quoi la plage basse? Parce qu'au pumping, il y a un moment, si l'aile, elle ne se déforme pas et qu'elle n'a pas de creux, on se retrouve un peu avec l'inconvénient qu'on avait sur les strikes V3. On se dirait, bah, les strikes V3, plates, pas de dièdre, petite section et pas de creux. Ah ben, on a vu ce que ça faisait. C'était quand même technique à faire partir à bas régime pour des gabarits un peu lourds. Là, en fait, l'aile, elle ne se déforme pas, mais c'est pas qu'il n'y a pas de creux, c'est que le creux, il ne bouge pas. C'est que le creux, il a une forme qui est optimisée, mais l'aile ne se déformant pas, quand on pompe et qu'on revient, on ne passe pas à 3,50 m parce que l'aile vrille. L'aile, elle reste à 4 mètres. Donc en fait, on compense le fait qu'elle ne va pas poulper pour générer, en poulpant comme ça, une traction supplémentaire. C'est juste que quand on pompe dedans, elle ne se déforme pas. Par contre, à chaque fois, on tire 4 mètres. Donc on ne tire pas 4, puis là, elle se déforme, donc on tire 3,5. Donc finalement, je vous dis, hein, il y avait 15 nœuds. La planche, celle-là, elle m'a aidé. Mais avec une 4 mètres, là, j'étais 4 coups de pumping, ça partait. Donc le pumping, il est très efficace. Et là, une fois de plus, on a un bon compromis, je trouve, parce que avoir du creux, oui, mais on le subit en l'air. Parce qu'une fois, en fait, on veut du creux pour partir, ouais, un truc massif. Mais une fois qu'on est en l'air, plus on accélère, plus en fait ce creux, il crée de la traction, alors qu'une fois qu'on est en l'air, on n'a plus besoin de traction. Au contraire, on voudrait décharger cette main avant. Donc là, le fait de ne pas en avoir, c'est ça qui fait tout le confort de cette stream. Mais on ne veut pas renoncer à de la plage basse. Et du coup, d'autres marques l'ont déjà fait, mais je pense qu'ils se sont inspirés du meilleur qui existe pour trouver ce très bon compromis entre la puissance minimum qu'il faut avoir pour sortir très facilement de l'eau en pompant peu, avec une aile dynamique qui revient très vite et qui ne se déforme pas. Et le fait après, dans l'air, de vouloir que ça décharge, parce qu'une fois qu'on est en l'air, notamment qu'on ait un gabarit léger, on n'a pas du tout envie que ça continue à tracter de plus en plus. Mais forcément, le venturi qu'on crée, la dépression qu'on fait en accélérant, en prenant de plus en plus de vitesse, fait que le profil est de plus en plus absorbé, de plus en plus tiré vers l'extérieur, et cette dépression qu'on crée nous arrache la main avant. Et ça, c'est ce qu'on n'aime pas. Et alors, c'est encore moins vrai quand on est léger. Clairement, pour votre culture, un gabarit lourd va s'en sortir toujours beaucoup mieux avec des ailes qui sont un peu massives sur le bord d'attaque et derrière, et ou qui ont un gros creux, alors que des gabarits légers vont toujours préférer des ailes qui sont un petit peu plus plates. Mais plate, ça veut dire, plate c'est le lobe, c'est à quel point c'est rond là derrière ce bord d'attaque. Ne confondez pas avec le dièdre. Le dièdre, c'est, est-ce que l'aile là ici, elle est en V comme ça et elle revient, ou est-ce qu'elle est plutôt plate? Est-ce que les deux demi-ailes sont comme ça, ou est-ce qu'elles sont vraiment en V? Et quelle forme a ce V? Est-ce qu'il est comme ça ou pas? Donc, on rentre un peu dans quelque chose de technique, mais c'est pour vous dire que, et c'est pour ça qu'on les teste, parce qu'il y a un moment, on pourrait juste les regarder et vous dire ce que ça fait, mais même les ingénieurs, eux, quand ils pensent que ça fait un truc, quand ils font des protos de temps en temps, ça ne fait pas exactement ce qu'ils ont prévu. Parce que c'est compliqué, parce qu'on est des humains et parce qu'il y a un ressenti, une capacité qui est différente pour chacun. Donc à un moment, il faut la mettre dans les mains de 10 personnes pour valider que ça marche pour la majorité des riders. Donc le mieux, c'est d'aller sur l'eau comme on vient de faire. Et là, on se rend compte qu'en effet, on a une aile qui est vraiment sympa. Donc ça, c'est un peu tous les avantages qu'on a. Donc je répète, rigidité, la plage d'utilisation,
Ça démarre pour moi, là j'ai démarré, il y avait 14-15 nœuds sans problème. Je pense que je tiens des ailes comme ça jusqu'à 27-28 hein, en plage haute. Derrière, l'intérêt c'est qu'elle n'est pas lourde en main, même quand elle tombe, quand c'est mouillé, c'est pas très lourd, ça c'est agréable. Et puis la durabilité, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas tester en une fois, mais on sait très bien que ces matériaux-là en durabilité vont être bien meilleurs que soit des dacrons simples qui sont un peu fragiles à la coupure, soit des matériaux comme la Lula qui sont compliqués à entretenir parce que dans le temps, s'ils subissent des déformations dues à des chocs thermiques ou s'ils sont un peu mal pliés, trop serrés, ils vont être cassants. Encore plus vrai, hein, si vous habitez dans un endroit où il fait 4 degrés, là, des matériaux comme ça deviennent très rigides et ils deviennent beaucoup plus cassants. Donc, ça, c'est les avantages. Maintenant, les inconvénients, ce que j'ai trouvé perfectible. Première chose, je vous vantais tout à l'heure la poignée de Freefly, là, qui était sympa parce que quand on la prend dans la main, on n'a pas là les phalanges ou les os du dessus de la main là, qui vont venir frotter dans un truc qui est abrasif. Donc c'est tout doux derrière, super. Mais, parce qu'il y a un mais, la sangle qui compose la poignée, c'est une sangle plate. Et alors là, pour le coup, elle est plate, mais elle est large. Donc c'est pas qu'elle n'est pas confortable, c'est qu'elle est difficile à prendre en main. Et quand on passe d'une main à l'autre, quand ici je suis backside, hop, je repasse de l'autre côté, je la reprends, main gauche, et puis je repasse backside de l'autre côté. À chaque fois que je fais mes 8 là pour descendre, je change de main, et à chaque fois que je change de main, j'ai un truc qui est un peu gros parce que la sangle elle est large et elle est plate. S'ils avaient pu me mettre une sangle qui soit beaucoup plus ronde, ça aurait été beaucoup mieux. Ronde et pas forcément grosse, pas épaisse. Ronde, il n'y a pas de traction là-dedans, hein, donc ronde et pas très épaisse. J'aurais préféré. Mon frère qui l'a essayé, qui a des paluches conséquentes, n'a pas senti la même chose. Donc c'est peut-être le feeling de gens qui ont des mains un peu plus petites. Voilà. Derrière, qu'est-ce que... oui, c'est une aile qui accélère fort au travers, qui monte bien au près, mais j'ai trouvé qu'au largue, alors ça a rapport forcément avec le creux, hein, au largue par contre un peu bas, ça décharge. Donc clairement, je pense que pour l'utiliser, quand on fait la course un peu avec les potes, là, en slalom travers, ça va marcher du feu de Dieu. Mais quand on commence à faire du up and down, si vous voulez gratter le copain en abattant un peu, n'abattez pas trop parce qu'il y a un moment, ça décharge. Il y a moyen de tricher un peu dans ce genre de cas quand on fait du up and down. Si le vent n'est pas fort, c'est d'enlever un PSI de gonflage sur l'ensemble. Et on va augmenter naturellement un petit peu, on va détendre le tissu qui part du bord d'attaque et forcément ça va générer un creux un petit peu meilleur. Mais vous serez un peu condamné au près. Voilà. C'est l'ensemble de tous les ressentis qu'on a eus. On va vous les rentrer, là, on a la 4 mètres qui reste en test, mais on a bien décidé aussi de tester une taille plus grosse, donc je pense qu'on va avoir bientôt la 5,5 à vous faire tester ici au shop. Vous aurez donc 4 et 5,5 à venir essayer. Et derrière ça, le stock magasin devrait être disponible d'ici 15 jours, 3 semaines. Je ne vous garantis pas qu'il y aura toutes les tailles ici puisqu'elle vient de sortir, mais au fur et à mesure, on va la rentrer. Voilà. Pour nous, un excellent rapport qualité-prix, mais surtout à mettre dans les mains de tout le monde. Il y a pas de... Je ne vois pas de profil auquel ça ne correspondrait pas, sauf un pur deb. Parce que les purs deb, un pur débutant qui sort de stage, il a besoin de ce creux. Il a besoin de ce creux un peu exagéré. C'est souvent le cas des ailes de pack. Alors ça tombe bien parce que ça coûte moins cher à faire, des ailes qui sont qui se déforment un peu plus, qui chargent un petit peu plus devant. Mais ça aide parce qu'en fait, on a une tension immédiate dans les mains qui fait qu'on a un balancier qui est plus efficace quand on est à vitesse 0. Donc avant égal, comme ça charge davantage, ça tracte plus en latéral. Nous, c'est ce qu'on déteste. Mais lui, le débutant, il a un balancier dans les mains qui est plus solide, donc il va s'équilibrer mieux avant-arrière. Et puis comme il ne sait pas trop pomper, il ne va pas pomper en pumpant et en se mettant un petit peu abattu. Lui, il va se mettre au travers, il va secouer le truc, ou voire il ne va pas le secouer du tout, il va être très passif, jambes pliées, avec rien qui renvoie dans le foil. Donc finalement, ce creux un peu exagéré, ça aide. Donc peut-être pour les débutants,
oui, ou alors ne sous-sizez pas. Mais parce qu'on a ces ailes-là, on peut vraiment sous-sizer, c'est ça l'intérêt, c'est vraiment super pour ça. Donc, mais je dirais pour les devs, c'est peut-être un peu surdimensionné. Mais sinon, pour tous les autres, que ce soit en vague, en freestyle, en slalom, en freeride, en ce qu'on veut, je pense que ça fait tout bien. Donc venez l'essayer. Pour moi, c'est une vraie concurrente là, de ce que vous voyez toute la journée sur l'eau en ce moment. Et c'est pas mal parce que ça va donner du fil à retordre à tout le monde. Et ça fait progresser le sport. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Désolé d'avoir été trop long comme d'habitude, mais le one-shot qui caractérise ce qu'on fait, c'est-à-dire pas de coupe, pas de prompteur, pas de... Ça a des inconvénients, c'est la longueur. Donc, quand on veut rien oublier, on en met un peu des tonnes. Mais ça vous permet de faire le tour de la question. Et maintenant, au lieu de faire le tour de l'aile, bah, venez la prendre en main, allez sur l'eau et vous me direz ce que vous en pensez. On vous attend au shop ici pour essayer. Vous pouvez nous appeler au 04 94 21 97 57 si vous voulez qu'on vous en parle un petit peu plus. Et entre les deux, n'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne parce que c'est comme ça que ça nous permet de continuer à poster des vidéos pour vous. À bientôt les copains, n'hésitez pas à nous appeler. Ciao!